L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 1er février 2025, jour où les tarifs augmentent et où les crédits disparaissent. Ça ressemble un peu à ça, les gars. C'est bien dit. Hein? Ça ressemble un peu à ça. Hugues Gonneau, Louis-Philippe Dubé, Vincent Aubé est avec nous cette semaine. On va parler du Toyota 4Runner 2025 qu'il est allé essayer là où il n'y a pas de neige. Mais tout d'abord, quelques actualités. Timing moyen pour le dévoilement d'un véhicule qui va quand même, je pense, connaître du bon succès chez nous et qui va bouder le marché américain, c'est le Kia EV5. Ben oui, Kia EV5 qui a été dévoilé à Toronto en début de semaine. On a un collègue, Julien Amado, qui a été prendre quelques photos, prendre quelques informations. On n'a pas beaucoup sur ce véhicule-là. Puis comme tu disais, au Canada, ça va être une exclusivité canadienne. C'est déjà arrivé dans le passé, comme la Nissan Micra. Ça va être le moment TikTok de la semaine. Au Canada, ça va être une exclusivité canadienne. Oui, c'est ça. Ben, regarde, on mettra ça avec Opus AI là, pour les sous-titrages. OK. Puis, le EV5 a un utilitaire compact électrique. Comme tu dis, c'est pas le timing est bizarre avec les subventions. On ne sait pas à quel prix ça va rentrer. C'est un format sportage. Oui, c'est ça, exactement. Ça va arriver en 2026 sur nos routes. On sait que ça va être disponible avec deux rouages, évidemment, puis deux batteries. Avec le connecteur NACS, évidemment, on bouge vers ce connecteur-là dans la plupart des manufacturiers. Ça commence à arriver, ça. C'est intéressant. Le Lucid qui a annoncé qu'ils seraient les premiers à l'offrir de série, là, avec le Gravity qui va arriver dans les prochains mois. Ouais. C'est drôle parce qu'on regarde le V5 puis c'est littéralement un EV9 passé dans la sécheuse. On a même pris soin de garder les roues LED, comme quoi... Oui, les roues de EV9. À l'époque, on reprochait à BMW de faire une saucisse 3 longueurs. J'ai l'impression qu'entre le V3, le V5 et le V9, ça commence un petit peu à ressembler à ça aussi. Là. Ouais, il manque le V7. Là. Voilà. Et c'est ce qui va arriver parce que, bon, il y a le V6 qui est champ gauche en termes de design, mais... c'est ce qui pogne. Le design qui a énormément marché. Oui. En même temps, ce n'est pas le meilleur pour l'aérodynamisme. Puis c'est ce que tu veux sur un véhicule électrique. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de coefficient aérodynamique parce que, tu vois, chez Hyundai... Avec la V9, c'est pas si pire que ça. Là, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est moins pire que ça a l'air. Là. Mais l'Ioniq 9 est nettement mieux de ce côté-là et c'est la raison pour laquelle on a une meilleure autonomie. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y aura un équivalent chez Hyundai à l'EV5? Ça, c'est l'autre question. Ah, ben oui, c'est fort possible. Ou même... voire même chez Genesis, parce que là, Genesis a besoin d'un coup de souffle. C'est pas une marque qui a décollé particulièrement en 2025 à l'échelle nord-américaine, parce qu'en proportion, les ventes ont été à peu près les mêmes au prorata de la population aux États-Unis qu'au Canada. Ouais. Et puis, ça marche pas du côté des électriques. Là. S'il y a un véhicule électrique qui s'est pas vendu cette année, c'est bien le GV60. Parce qu'on a juste le GV60 qui est un véhicule électrique en soi. Les autres chez Genesis, c'est le G80 puis le GV70 qui sont des véhicules à essence transformés en véhicules électriques, donc qui viennent avec certains compromis. Mais 3 véhicules qui n'étaient pas admissibles au crédit. Aussi. Crédits qui disparaissent, qui reviennent. On va y revenir d'ailleurs. Bon, bref. Mais je pense que le V5, quand même, il y a bien des gens qui vont y trouver leur compte. Tu sais, c'est le format parfait de véhicule pour bien des gens. On connaît le succès de l'Equinox, de l'Ioniq 5. D'ailleurs, on se posait la question, est-ce que l'Ioniq 5 va avoir... Est-ce que le V5 va avoir un équivalent du côté de chez Hyundai? En quelque sorte, c'est peut-être un peu l'Ioniq 5 qui, oui, utilise les bases de l'EV6, là, mais pas du tout le même design. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose qui est plus véhicule à l'Ioniq 5, même s'il l'appelle un utilitaire, son empattement est gigantesque, mais c'est plus comme un véhicule. Là, peut-être qu'il pourrait insérer une voiture qu'un utilitaire. Peut-être qu'on pourrait insérer une offre qui est attrayante, dans le fond, pour les consommateurs canadiens là, qui veulent pas... Mais on n'en connaît pas les prix, on n'en connaît pas non plus, évidemment, puis on ne sait pas quels seront les crédits si ça demeure, parce que techniquement, en 2026, Québec devrait offrir encore 2000 $. Là, pas que je veux spéculer, mais il n'est pas impossible qu'on change d'idée au gouvernement.
parce que c'est déjà arrivé à quelques reprises. Ah oui? Oui, on a vu ça à quelques reprises au cours des derniers mois. Tu sais, des girouettes qui savent pas où ils s'en vont puis qui lancent des phrases en l'air aux 2 semaines pour changer d'idée en fonction de la pression atmosphérique puis de la météo du lendemain. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, bien évidemment, aujourd'hui, 1er février, gros impact sur le marché automobile parce qu'il y a un tarif de 25 qui est officiellement imposé. Et c'est le retrait des crédits provinciaux pour au moins 2 mois. Jusqu'en avril. Je dis au moins parce qu'au 1er avril, si on se fie au site du gouvernement du Québec, ça revient à 4 000 pour le reste de l'année. Et après ça, ça devrait baisser à 2 000 au 1er janvier 26. Mais attention, encore une fois, c'est de façon officielle. Ouais. Mais, on a vu qu'on changeait d'idée à tout bout de champ. Et puis aussi, qu'est-ce qui est arrivé l'an dernier, c'est qu'on a manqué d'argent puis on a fait preuve de mauvaise planification. Est-ce que cette année, ça va être plus planifié? Est-ce qu'on va écouter l'industrie automobile pour la planification des produits, mais aussi des concessionnaires qui prennent les demandes de subventions puis à anticiper ces subventions-là? C'est ça le gros problème qui est arrivé. L'aspect logistique, planification, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça va être à voir. Là. Quand est-ce que ça va arrêter? Puis, on tape régulièrement sur la tête des constructeurs, mais c'est vrai que planifier la production, la distribution d'un véhicule, c'est un l'industrie automobile n'a rien à se reprocher là-dedans. Je pense que tu es en mode réaction. Là, je pense par contre que l'industrie automobile va faire « OK, c'est assez, là. Arrêtez de nous niaiser. Nous, c'est ça qu'on va bâtir. Si vous n'en voulez pas, prenez-les pas. Ou on va développer de plus en plus qu'on va avoir des multiplateformes puis on va adapter. Mais... Non, parce que les coûts de développement sont c'est astronomique. C'est un gouvernement qui demande à une industrie d'homologuer des véhicules, de s'assurer que tel et tel truc sont respectés. Puis c'est tout le temps du 2 poids, 2 mesures. Tu sais, t'as un constructeur, on va y revenir plus tard en fin d'émission, mais t'as un constructeur qui s'appelle Ineos qui débarque ici avec un VUS quasi militaire qui roule à 18 litres au 100. Est-ce qu'on paie des tarifs pour vendre ça? Est-ce qu'on a des pénalités? Je ne suis pas certain. Après ça, tu sais, tu as Tesla qui arrive avec un Cybertruck. Tu peux te couper sur le véhicule sérieusement dans un stationnement lorsqu'il est à l'arrêt. Mais par contre, on demande à un constructeur comme Mercedes-Benz de retirer l'emblème sur le capot de certains véhicules parce que ça pourrait blesser un piéton. Alors, tu sais, moi, là, c'est tout le temps... 2 mesures. C'est 2 poids, 2 mesures tout le temps. Et... avant, évidemment, qu'on arrive aux tarifs, puis qu'on parle de l'impact que ça pourrait avoir à court, moyen terme, à moins que M. Trump change d'idée, ben, je veux vous montrer la magnifique caricature de Y qui a été publiée hier dans le Journal de Montréal, qui fait suite, évidemment, à une déclaration... je ne saurais trop comment la qualifier, mais... farfelu du ministre Benoît Charette qui, pendant 2 mois, nous a cassé les oreilles en nous disant « faut acheter un électrique, il n'y a pas d'autre solution, c'est ce que le gouvernement a décidé, puis c'est une voie unique, et voici ce qu'il faut faire, puis on va vous dicter quoi acheter. Puis de toute façon, c'est pas grave, parce qu'il y a des stations-service qui ferment les unes après les autres, il n'y a plus de demande pour le pétrole. Puis en passant, ben, on va retirer les crédits plus vite que prévu. Puis en passant, ça se pourrait peut-être qu'on les ramène, mais on ne sait pas sous quelle forme. Et jamais il a été question officielle dans un communiqué, qui a été publié, partagé, du 4 000 qui revenait au 1er avril. Il a fallu aller sur le site du gouvernement du Québec pour trouver l'information. Alors, M. Girouette, ben, cette semaine, son dernier énoncé, si Donald Trump décide de reculer quant aux véhicules électriques, peut-être que le gouvernement du Québec pourrait être compréhensif et être malléable sur l'objectif 2035. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de dire ça. Avec le Québec faisant... le choix de dire ça. On fait partie du marché nord-américain. On est fait, là. Il n'y aura plus de... On sait tout ça. Plus de choix. On sait tout ça, mais ce qui vient nous prouver, c'est que d'une part, il n'y a pas de colonne, c'est une guimauve. Puis deuxièmement, ce que tu viens nous prouver, c'est que dans 10 ans, là, ça va être quoi la décision? Parce que pour un constructeur automobile, 10 ans, c'est demain matin. Oui, exactement. La planification de produits, on travaille actuellement sur des modèles qui vont être commercialisés en 2030, 31, 32. Là. C'est comme ça que ça marche. Mais un gouvernement
Et on s'entend-tu qu'on l'a vu dans les derniers mois, ça change d'idée aux 2 semaines. Ça, c'est quand c'est pas le gouvernement qui change. Fait que, tu sais, un Justin qui s'en va, une Chrystia Freeland qui pourrait arriver ou un Pierre Poilievre qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes enjeux, des provinces qui n'ont pas les mêmes objectifs non plus, parce que entre un Québec qui veut vendre de l'électricité puis un Alberta qui veut vendre du pétrole, on s'entend-tu qu'on n'a pas les mêmes objectifs? On s'en va où avec nos skis? Et là, pardon, M. Charette s'en va dire, ouais, ben, ce qu'on vous dit de faire depuis des années, puis ce qu'on vous promet ad nauseam avec l'objectif 2035, ben, finalement, peut-être que ça sera pas ça. Tu sais? Fait que pourquoi comment tu peux penser que ça se peut? Comment tu peux arriver avec des affirmations comme ça quand tu sais que tu n'as aucun pouvoir décisionnel puis que tu es une véritable mitaine? Parce que tu ne pourras certainement pas te battre contre une industrie nord-américaine qui veut prendre une direction opposée, ou du moins qui, pendant probablement 4 ans, va pelleter le problème par en avant. Ouais. Ça va arriver tôt ou tard. Mais tu ne seras pas capable d'imposer ce que tu souhaites imposer si tu es tout seul à contre-courant. Et surtout si tu n'as pas de colonne, parce que tu viens de nous le prouver. Fait que je trouve ça assez comique que lui, particulièrement, il soit allé de cette affirmation-là. Puis je trouve que la caricature de Y résume à merveille. Bon, pour ceux qui ne la voient pas à l'écran, essentiellement, imaginez-vous une voiture électrique avec un câble de recharge arraché de la borne. La voiture recule. C'est François Legault qui est au volant et le ministre Charette qui est passager avec une face de baboune. Et puis, au bout de l'allée, c'était du tout électrique en 2035. Puis on recule sur l'objectif avec un beau gros logo de la CAQ sur la portière. C'est très, très bien dessiné. Ça résume magnifiquement tout ce qui est en train de se passer. Et évidemment, ben là, les questions se cumulent sur ce qui pourrait arriver avec la tarification de 25 %. Bon, on ne sait pas si Donald Trump va changer d'idée. Ah, lui non dans plus. 2 heures, demain matin. Lui non plus, il n'est pas meilleur que les autres. S'il va dire à l'industrie automobile canadienne, ben GM, Ford, Chrysler, vous êtes exclus, mais Toyota, Honda, ah oui. On ne sait pas ce qu'il pourrait dire, là. Ouais. Parce qu'il y a 5 grands constructeurs automobiles qui fabriquent des véhicules chez nous et qui les exportent aux États-Unis. Évidemment, ce sont les 3 Américains, Honda et Toyota. Puis, à moins que je me trompe, évidemment que la grande majorité de la production de ce qui est fait ici, du côté des usines américaines, est redirigée vers les États-Unis. Mais en ce qui concerne Honda et Toyota, je pense qu'une majorité des véhicules qui sont fabriqués à l'Eston sont destinés à un marché canadien avec une partie de l'exportation vers les États-Unis et le Mexique. Et pardon, c'est la même chose pour Toyota avec les 2 usines de RAV4 et l'usine de Lexus RX. Bon, dans le cas du RX, il y a une majorité qui s'en va aux États-Unis. Mais dans le cas des RAV4, à 75 000 copies vendues au pays, ça, c'est majoritairement de fabrication canadienne, à l'exception, bien sûr, des modèles hybrides rechargeables. Hugues, t'en penses quoi de cette tarification-là? Qu'est-ce que ça t'illustre? Est-ce que ça t'effraie? Est-ce que tu penses qu'on va être peinturé dans le coin? Je te dirais, je pense que ce que tu as dit est très juste. Ça va bouger. De toute façon, aujourd'hui, tout est interconnecté et tellement complexe qu'une pièce qui sort du Canada, qui va être taxée à 25%, à un moment, ça va avoir un impact sur l'emploi américain. Ben oui, c'est sûr. Donc, au moment où tu dis, ben voilà, le déclin de l'Amérique est terminé et que tu crées des mesures qui vont avoir un impact sur l'emploi, je suis pas convaincu que cette mesure dure très très longtemps. Ouais. Ben moi j'y crois. Mais encore une fois, j'ai pas la boule de cristal, mais je suis pas super inquiet parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à se tirer dans le pied. C'est tellement de temps investi dans les relations entre le Canada, les États-Unis puis le Mexique, on inclut là-dedans. On vient de bousiller. Pour l'automobile, on est tellement interreliés, puis tu as mentionné les pièces, là, c'est 100 milliards de dollars de pièces. Puis les pièces qui partent, par exemple, du Mexique, qui vont sur assemblées sur une autre pièce aux États-Unis, qui viennent au Canada être assemblées dans un véhicule, que le véhicule s'en vient, c'est 25% à chaque fois. Puis aussi, il faut le mentionner, que les tarifs, c'est les Américains qui les payent en premier. Là. C'est eux autres qui vont recevoir le tarif, qui vont payer plus cher les biens. Nous, si on riposte, on va payer sur leurs biens à eux. Fait que là, c'est comment que ça va se passer. Mais là, quand on parle de véhicules, il y en a qui sont assemblés ici, il y en a qui sont assemblés aux États-Unis.
on est interreliés comme ça. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, comme tu dis, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce que ça va créer trop de disruptions dans les chaînes d'approvisionnement. Les Américains, on sait, sont très patients. Ils aiment attendre les produits longtemps. Donc, quand tu auras des disruptions dans les chaînes d'approvisionnement, quand tu auras des emplois qui vont être menacés, quand tu auras des usines américaines qui vont être en stand-by parce que les trucs passent pas ou quoi que ce soit, là, on va voir qu'il y a peut-être un problème. C'est probablement la même chose pour le Mexique, là aussi. Là. Voilà. Là, donc, je veux même pas dire dans le moindre mesure. Et là, on ne parle que de l'automobile. Ouais, c'est ça. Et là, on ne parle que de l'automobile, mais il y a des trucs quand même encore beaucoup plus stratégiques. Donc, regarde, ça va le faire peut-être 1 mois, 2 mois, j'en sais rien ou pas du tout. Il va y avoir des exemptions. J'ai pas de boule de cristal. Je dirais honnêtement, en ce moment, regarde les États-Unis, il y a tellement de trucs à régler entre les incendies à Los Angeles et tout l'aftermath qu'il y a à régler. Il y a tellement de catastrophes qui arrivent en ce moment que tu te dis à un moment, peut-être les tarifs, ils vont peut-être avoir autre chose à faire. Ben, voilà, j'en sais rien. C'est très, très, très difficile. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui n'est pas prévisible dans la vie, c'est bien Donald Trump, là, on s'entend. Ouais, voilà. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que quand tu regardes une situation comme celle de Windsor-Détroit, voilà. Tu sais, la ville de Windsor respire au pouls de Stellantis. Évidemment que le siège social de Stellantis Canada est à Windsor. La plus grosse usine du constructeur est à Windsor, à quelques kilomètres du pont. Et quand je vous dis du pont, pour ceux qui ne connaissent pas cette région-là, là, c'est à peu près comme traverser de Saint-Hilaire à Belleuil. Ah oui. Tu sais, là, quand on est au salon de l'auto de Détroit, c'est le réseau cellulaire qu'on pogne, c'est le Canadien, c'est pas l'Américain. C'est ça. Ton téléphone passe ton temps à changer de réseau puis à te dire vous avez traversé dans un nouveau pays aux 15 minutes. Tu sais, on est collé sur les États-Unis. Tu vois la tour de General Motors de Détroit à partir, bien sûr, de Windsor, qui est juste de l'autre côté. Tu peux être dans le bureau chef de Chrysler à Windsor, puis pratiquement t'envoyer des babayes dans quelqu'un qui est dans la tour de General Motors. Tu peux définitivement faire des signaux de fumée. C'est l'autre bord de la rivière. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est... Et combien de gens vivent à Windsor, travaillent chez Chrysler de l'autre côté et vice-versa. Combien est-ce qu'il y a d'Américains qui travaillent pour l'industrie automobile canadienne, mais qui vivent aux États-Unis? C'est fascinant. Alors, tout ça, c'est un bordel monumental. Il est très tôt pour essayer d'imaginer ce que ça peut avoir comme impact, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, les pièces, l'industrialisation, toutes les stratégies qui sont interreliées, et encore une fois, juste à l'automobile, les pneus. Oh là! Pensez-y, là, c'est incroyable. Là. Alors, il y a des usines, évidemment, de pneus qui sont chez nous, au Québec, en Ontario, et qui vendent majoritairement aux États-Unis. Bridgestone, Firestone, c'est un exemple. On a une usine à Joliette, le siège social est à Nashville. Bref, c'est un foutoir incroyable. Et moi, j'ai l'impression que Donald Trump pourrait y aller de trucs qui n'ont absolument pas de sens, genre « Ah ouais, mais Ford, on va leur donner un délai de grâce. » Juste parce que c'est Ford. Je pense que ça va... C'est quelque chose qui va arriver comme ça. Et parce qu'ils vont fabriquer des pick-up pleine grandeur. Mais par contre, si t'es un Stellantis qui fait des électriques au Canada, ben ça, on va te les taxer. Moi, on pourrait dire n'importe quoi. Je pense que ça... Quand il y a un constructeur... T'as pas de meilleure boule de cristal, toi, que moi. Non, quand il y a un constructeur qui va donner, qui va se soumettre au roi, là, puis dire, ben, on va ouvrir une usine, là, on va faire quelque chose. Ah, OK, toi, tu vas avoir une concession. Ah, toi, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. C'est toujours comme ça que ça se passe avec lui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'une usine, même si tu dis on décide de l'ouvrir maintenant, elle sera opérationnelle dans 3 à 4 ans. Tu peux faire une 3 à 4 ans. Ben moi, je fin du mandat. Oui, mais tu fais une promesse, puis c'est ça, qui voilà, mange, tu peux toujours faire des promesses. Voilà. Moi, j'ai l'impression... il ment, on peut lui mentir aussi. Là. C'est de bonne guerre. J'ai l'impression... Absolument. J'ai l'impression, par contre, qu'il y a des chantiers actuels au Canada où on va arrêter de donner des coups de pelle pendant un certain temps. Et je pense à l'usine Volkswagen de Saint-Thomas, en Ontario, qui est en voie d'être construite pour la fabrication de batteries de véhicules électriques. Tu sais, t'as Vaux qui vient de décider d'éliminer la ID7 du marché nord-américain. C'est sûr que c'est interrelié. T'as Vaux qui, je pense, comprend que
on vendra peut-être plus autant d'électriques qu'on en vendait, puis que le ID Buzz s'est rendu un ID Bug. Fait que, est-ce que tu vas en vendre des véhicules électriques? Est-ce que tu vas vouloir fabriquer des batteries chez nous en Ontario, dans une ville qui fabriquait des 40 Victoria il y a 10 ans? Tu sais, est-ce que... Ou 15 ans, disons. Tu vois, c'est un bon exemple. Justement, on revient un peu à toute cette transition électrique. Encore une fois, c'est une planification gigantesque. Ben oui. C'est des investissements gigantesques. Et même les constructeurs américains ont dit à un moment, ah bah Trump, faut arrêter. Là, nous, on a mis des dizaines de milliards sur la table pour vendre des véhicules électriques. Maintenant, il faut qu'on y aille. Là, on a toutes les structures en place. On a mis des investissements faramineux. Il faut qu'on y aille. Et on n'imagine pas. Tu sais, moi, j'ai l'impression que dans la tête de Trump, tu as GM, Ford, Stellantis, mais il y a des constructeurs japonais ou d'autres marques qui ont des entreprises nord-américaines tout aussi puissantes, avec des divisions qui ne sont qu'exclusivement américaines. Tu sais, Acura, là, qui est en voie de remplacer l'ensemble de sa gamme que par de l'électrique. Attends un peu, là. Cadillac, on est en train de prendre un virage électrique à 100%. Attention. Nissan Infiniti, ce n'est un autre qui fait vivre beaucoup d'Américains. Il y a des usines au Tennessee partout. Et il y a combien d'usines au Mexique? D'ailleurs, on vient d'annoncer le retrait de l'Infiniti QX50, QX55. Bon, tu vas me dire que ça ne sera pas une grosse perte, mais c'est un véhicule qui était assemblé au Mexique et qui était majoritairement dirigé vers le marché américain. C'est certain que dans cette décision-là, il y a une partie de la réponse. C'est rare qu'on retire un utilitaire compact, c'est très populaire. Lui, il n'était pas populaire, mais comme tu dis, ça a rapport avec cette décision-là, avec le véhicule au Mexique, il va être rapatrié. Là encore, et on ne parle que des usines. Derrière, tu as tous les concessionnaires, les systèmes de distribution, l'entretien, les pièces. C'est des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Des équipementiers aussi. Des équipementiers, tout l'écosystème. Là, on a fait que parler des usines de voitures. Et ça, c'est une petite portion. Il y a un écosystème gigantesque derrière. Et tout ce monde-là, là, sont en stand-by. Tout ce monde-là. Et ça implique des centaines de milliers d'emplois, des milliards et des milliards de dollars, pardon. Mais c'est fascinant de voir ça. Bon, on peut peut-être revenir sur le QX50, le temps de dire que ça a été un flop commercial monumental, ce véhicule-là. On parlait de sa technologie motrice à la dernière émission qui a été implantée dans le Rogue. Juste pour vous donner une idée, au Canada, l'année dernière, on a vendu 3 fois plus de Porsche 911 que d'Infiniti QX50. Et le QX50, ça se situe dans le segment de véhicules aussi impopulaires que l'Audi Q5, l'Acura RDX, le Lexus NX, le Mercedes GLC. Comment est-ce qu'on fait pour, à ce point, pas vendre de QX50? Et 55, là, je veux dire, à l'écran. Même des véhicules immensément plus mauvais que ça se sont vendus en plus grande quantité. Ça s'explique par un constructeur qui a lancé la serviette, mais ça s'explique surtout par le fait que le choix stratégique et mécanique de ce véhicule-là était un fiasco. C'est ce qui l'a coulé. C'est ce qui l'a coulé. Parce que la qualité était relativement méchant. là. Le design est intéressant. Bon. Mais après ça, il reste quoi chez Infiniti? Parce que là, on vient d'éliminer en ce qui me concerne, le meilleur produit qu'on avait, c'est-à-dire la Q50. Mais je veux dire, c'est une voiture qui avait 10 ans. Alors, plus de berline. Ça s'en va. Il va rester un QX60, mais qui, cette année, avec un 4 cylindres WC turbo bas de l'aile, ça n'a pas de sens. QX80. C'est ça qu'ils vont vendre. Oui, mais quand t'en as vendu 1000 unités au Canada, c'est parce que t'as bien fait. Puis sinon, on s'en vient avec un QX65. Ça, c'est la réponse à la question que personne n'a posée, c'est-à-dire un QX60 avec un arrière tronqué. Est-ce que j'ai le droit d'ajouter un... Moi, je l'ai vu, là. Oui. Il n'est pas très beau. Non, je sais. Moi aussi, je l'ai vu. Il n'est pas très beau. C'est... Ben non. Et on nous dit que ça va être le modèle d'entrée de gamme, mais je comprends pas. On sait même pas où on s'en va. On fait la stratégie qu'on a faite QX50, QX55. Ah, c'est brûlé. Puis ça marche pas. Fait que là, on fait la même chose. C'est complètement brûlé. S'il y a une marque qui s'en va dans le mur, c'est bien Infiniti. Puis c'est la raison pour laquelle on permet d'ailleurs aux concessionnaires de se débarrasser de leur bannière ou de les jumeler avec des concessionnaires Nissan. Je pense qu'il n'y a même plus d'objectif. Il n'y a plus, tu sais... Non. Il n'y a pas d'image de marque.
sais, Acura, ça va pas particulièrement bien, mais il y a un peu une vision d'avenir. Ouais. Là, oublie ça. Là, il y a une volonté chez Acura, chez Infiniti. Oublions pas une chose. On s'en venait avec la QE50, là, qui était une berline électrifiée, qui aurait été l'équivalent de la Maxima chez Nissan, de nouvelle génération, qui devait être 100% électrique avec la plateforme de l'Aria. Ça aussi, c'est terminé. Moi, j'ai vu ces véhicules concept-là. C'était bien designé, mais tu sais, il est où le marché pour une berline électrique là, en ce moment? Tu sais, si Volkswagen a décidé de retirer du marché nord-américain une ID7 qui est déjà en vente du côté de l'Europe, bien, à quel point Nissan ne vendra pas un véhicule qui n'existe pas encore? Oui, non. L'Ioniq 6 se vend un peu. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée au bon moment, qu'il y avait des crédits. C'est fini, là. Tu sais, je veux dire, c'est un produit qu'on ne vendra plus. Fait que c'est un marché extrêmement difficile, mais Infiniti s'en va dans le mur plus que jamais. C'est incroyable. C'est dommage. C'est dommage. Oh oui, c'est triste. Et tant qu'à parler de succès commercial incroyable, on peut aussi parler d'Alfa Romeo qui a annoncé cette semaine que la prochaine Giulia serait un VUS. Oui, bien, Alfa Romeo est un autre constructeur qui avait clamé vouloir devenir complètement électrique en 2027 et qu'on fait marche arrière comme dans la petite voiture qu'on voyait dans la caricature. Mais la Giulia, une vieille voiture, en guillemets, là, sur l'ancienne plateforme Giorgio qui a fait son travail chez Alfa Romeo, mais que maintenant qui est abandonné. On va avoir un nouveau Stelvio éventuellement chez Alfa Romeo, c'est ce qu'on annonce. On va servir de la plateforme STLA là, chez Alfa Romeo, on n'a pas bien le choix. C'est ça. Par contre, la décision qui est poche, justement, que tu viens de mentionner, c'est que la Giulia, qui est une berline, va devenir un utilitaire coupé, fort probablement, genre Sportback, là, on parle de ça. On n'a pas d'image encore de cette transformation-là, mais c'est ce que le nouveau chef de la direction chez Alfa Romeo a communiqué à l'Argus, là, qui est un journal français. Donc, c'est les informations qu'on a à l'heure actuelle. Par contre, ça copie un peu qu'est-ce qui se passe chez Infiniti, chez tout le monde. On recule puis on essaie de consolider nos produits puis d'aller dans des choses qu'on pense qui vont fonctionner. Deux pas en avant, un pas en arrière. C'est ce que fait Fiat depuis 15 ans en termes de planification produit. Je le répète presque à chaque émission. C'est très triste. Et tu regardes ça et tu te dis, mais oh là là. Mais en même temps, il n'y a aucune volonté de pousser la marque Alfa Romeo en Amérique du Nord. C'est d'une incompréhension parce que ça pourrait être une marque qui décolle plus que ça. Là. Ils avaient une chance, c'était la Giulia. Il fallait qu'ils arrivent avec un produit fort qui soit capable de faire un statement. Même le Stelvio. Mais en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, ils sont arrivés avec des problèmes de finition, ils sont après des problèmes de qualité. La voiture était fun à conduire, mais la finition n'était pas là. Et le problème, c'est que maintenant, la marque Alfa Romeo, moi, j'ai le sentiment, mais tu vas me dire si je me trompe, j'ai le sentiment que la marque, elle est grillée en Amérique du Nord. Oui, mais OK. Ça y est, c'est trop tard. Là, maintenant, tu peux revenir avec autant de VUS que tu veux. La marque, elle veut, comme Infiniti, elle veut plus rien dire. Je me permets de te poser cette question-là. On parle de problèmes de finition, de fiabilité, de qualité inégale. Écoute, as-tu regardé les bilans de Mercedes depuis 5 ans? Je suis d'accord. Puis les gens continuent d'en acheter. Je suis d'accord. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand tu arrives avec une nouvelle marque, le problème, il est là. C'est juste une question de perception. La logique, tu l'as, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la perception. Alfa Romeo avait une chance d'avoir une bonne image de marque. Ils l'ont grillé. Mais moi, je pense surtout... Et Mercedes, je suis d'accord avec toi. Ils vivent sur leurs acquis depuis 25 ans en termes de fiabilité. Alors là, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils ont des acquis. Alfa Romeo ne les a pas. Ce que Volvo avait aussi, par exemple. Mais je pense pas que le produit, bon, évidemment qu'il n'y a pas énormément de nouveautés chez Alfa Romeo, là, on étire la sauce, mais je pense que le problème vient surtout de la volonté de Stellantis à mousser cette marque-là plutôt qu'à mousser Jeep, Ram et Dodge, tu sais. Il y a aussi le fait, parce que Fiat aurait dû être une marque qui aurait mérité, je pense, un meilleur succès que ça. Absolument. Bon, on a eu des produits... Mais c'est le même... C'est la même affaire. C'est la même affaire. Ils sont arrivés avec un passif énorme parce que Fiat a été vendu quand même longtemps en Amérique du Nord. Fix it again, Tony. C'est pas nouveau. Et ils avaient une chance, de faire une bonne impression. Gone. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, comment tu fais une première impression?
Il est trop tard. Voilà, ouais, ça va faire mal. On va assister, je pense, à la disparition de certaines marques, comme Infiniti, comme Fiat. Parce qu'à partir du moment où... En Amérique du Nord. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus besoin de ton véhicule Fiat de conformité parce que tu as des véhicules électriques chez Stellantis qui sont des Dodge, des Jeep. Qu'est-ce que tu veux faire avec Fiat? C'est ça. C'est fini. Fait que je pense Mais je trouve ça très triste. Très dommage, malheureusement. Au retour, on parle justement d'une voiture Mercedes, Hugues. Exactement. Le guide de l'auto. Hugues, tu nous parles d'une voiture qui s'appelle 600 et ce n'est pas la Dodge des années 80, c'est une voiture un peu plus prestigieuse. Effectivement. Peu d'autos ont autant été associés à des chefs d'État et plus généralement des gens riches et puissants que la Mercedes 600. À l'époque, c'était tout simplement la voiture la mieux conçue, la mieux fabriquée et la plus chère au monde. Impossible de parler de la Mercedes 600 sans citer une liste de propriétaires. D'un côté, vous avez de charmants personnages comme François Duvalier, Idi Amin Dada, Léonid Brejnev, Nicolae Ceausescu, Kim Jong-il, Saddam Hussein et Pablo Escobar. De l'autre côté, on retrouve John Lennon, George Harrison, David Bowie, Hugh Hefner, Elizabeth Taylor, Coco Chanel, Elvis Presley, Jack Nicholson et même 3 papes. Alors cette formalité étant réglée... T'as pas nommé Normand Lamour? Non? Excusez-moi, pardon. Okay, parfait. Désolé. Cette formalité étant réglée, parlons maintenant de l'auto. Bon, quand est-ce qu'elle est présentée, cette voiture-là, qui est magnifique d'ailleurs? Elle est présentée en septembre 63. Les visiteurs du Salon de l'Auto de Francfort peuvent découvrir la série W100, alias Mercedes 600 ou Grosser, ça c'est son surnom. L'objectif de Mercedes était de fabriquer la meilleure voiture de luxe du monde et pour cela, les ingénieurs ont reçu la consigne de ne pas regarder à la dépense et seulement d'atteindre le plus haut niveau de qualité. Ils sont donc partis d'une feuille blanche. Le nouveau châssis est tellement rigide que, malgré la longueur, lorsque l'on place un cric pour soulever la roue avant, la roue arrière se soulève aussi. Ils conçoivent le premier V8 de la marque, le M100. D'une cylindrée de 6,3 litres, il est doté d'arbre à cam en tête et d'une injection mécanique multipoint Bosch. Il ne développe que 250 chevaux, mais il est absolument increvable. Il est accouplé à une nouvelle boîte automatique à 4 rapports. Il sera plus tard installé dans la 300 SEL 6.3, puis en version réalisée avec l'injection électronique dans la 450 SEL 6.9, vendue de 1975 à 1980 à 7380 exemplaires. Chaque moteur est construit à la main, puis passé sur un banc d'essai pendant 4 heures. Wow. Mais surtout, le M100 est conçu pour entraîner le système hydraulique à haute pression, véritable cœur de l'auto. Sous une pression de 220 bars, 3200 PSI, l'huile minérale commande les vitres, l'ouverture du coffre, l'ajustement des sièges avant et de la banquette arrière, l'assistance à l'ouverture et à la fermeture des portes et le toit ouvrant optionnel. Cette solution peu conventionnelle est choisie parce que grâce à des pressions élevées, le système peut fonctionner avec de petits éléments et est donc plus compact, plus silencieux et plus léger que les systèmes électriques qui existaient à l'époque. Il est extrêmement efficace. Ne mettez jamais vos doigts sous un coffre qui se referme, vous pourriez les perdre. Et il est aussi très fiable s'il est correctement entretenu. Sinon, c'est le début d'ennui sans fin. La suspension, quant à elle, est pneumatique et offre 3 niveaux de fermeté via un levier sur la colonne de direction. La hauteur peut être ajustée de 5 cm. On retrouve 4 freins à disque avec des circuits hydrauliques séparés entre l'avant et l'arrière. De plus, les freins avant ont droit à 2 étriers chacun. Ce qui n'est pas de trop pour arrêter l'engin, le poids en ordre de marche varie entre 2990 et 3280 kg. Vous avez dit construite comme un tank ? 3280 kilos, là. Ouais. On est plus lourd qu'un camion pleine grandeur, par exemple, série F. Ouais. C'est incroyable comment c'est lourd. Là. Pour les années 60. À cette époque-là, ben oui, c'est sûr. Qui a signé le design de cette voiture-là? Parce qu'elle est vraiment magnifique. Là. C'est le Français Paul Bracq, sous la direction de Friedrich Geiger. Bien sûr, c'est un Français. Ben oui. Hein? Qu'est-ce que... Regarde, j'y suis pour rien. C'est toi qui as dit qu'elle était magnifique. C'est vrai. Bracq aura une carrière extrêmement prolifique et influente. Entré chez Mercedes en 1957, c'est lui qui réalisera les SL à toit pagode, W113. Ah ouais. BMW le nomme directeur de design de la marque en 1970 et il établira les canons modernes de la compagnie en dessinant les premières séries 5, premières séries 3, série 6 et série 7. Puis de 1974 à 1996, il travaillera chez Peugeot. Quant à Geiger, il a dessiné les 500K et 540K d'avant-guerre avant de réaliser le style de la 300 SL.
méchante Dream Team. Fait intéressant, la voiture ne sera jamais restylée durant sa carrière. Pourtant, au cours des années 70, Mercedes avait développé une refonte esthétique incorporant les faciès avant et arrière de la classe S W116 ainsi qu'un tout nouvel intérieur. Malheureusement, à cause du premier choc pétrolier, les ventes ont sensiblement baissé après 1973, ne justifiant plus un tel investissement. L'intérieur est évidemment à la hauteur. Pas question de plaquage en bois ici. Tous les éléments de ce matériau sont taillés dans la masse. On est dans le monde du sur-mesure. Sont disponibles réfrigérateur avant ou arrière, télévision, vide de séparation, interphone, cuir ou tissu. Tout ou presque est possible. Les passagers arrière peuvent commander la radio et le klaxon. Et le klaxon est à 2 niveaux. Normal pour la ville et sirène paquebot pour la route, indispensable pour tasser les manants lorsque l'on a un pays à diriger. Bon, à quoi ressemble la gamme de cette voiture-là? Parce qu'elle ne s'est pas vendue en très, très grande quantité. Là. Alors, on va y aller. Il y a 2 longueurs d'empattement, courtes ou longues, dites Pullman, 3,20 m ou 3,90 m. Les Pullman ont 2 rangées de sièges à l'arrière. Les longueurs totales respectives sont alors de 5,54 m et 6,24 m. La version courte sera, de loin si on peut dire, la plus produite, 2190 exemplaires. Pour les Pullman, c'est plus compliqué. Alors vous avez les versions 4 portes, 304 exemplaires et 6 portes, 124 exemplaires. À ceci, il faut ajouter les versions à toit découvrables, dites landaulettes. Oui. Il existe 2 longueurs de toit découvrables, courts, ouverture jusqu'au-dessus de la banquette arrière, ou longue, avec une ouverture au-dessus des 2 rangées de sièges arrière, et là, elle porte l'appellation présidentielle. Seulement 59 landaulettes ont été construits, 32 Pullman 4 portes, 26 Pullman 6 portes, et une seule à empattement court. Cela donne un total de 2677 exemplaires. Il doit y avoir des pièces là-dedans qui valent leur pesant d'or aujourd'hui. C'est la folie. Et évidemment, il existe des modèles spéciaux. Là. Évidemment. En août 65, une 2 portes est réalisée par le département d'ingénierie à des fins d'évaluation. En septembre 65, le pape Paul VI reçoit une 600 Pullman landaulet 4 portes avec des portières arrière allongées et à la place de la banquette, un seul siège ressemblant à un trône. À partir de 1971, une version blindée appelée Special Protection est ajoutée. N'oubliez pas la liste imposante des chefs d'État déjà mentionnée. Et cette version sera produite à 43 exemplaires, 26 courtes et 17 longues. De toute façon, il existe tellement de variations possibles entre les longueurs, les toits, le nombre de portes, la finition intérieure, les couleurs, qu'il est pratiquement certain que Mercedes n'a jamais construit 2 600 identiques. Ben d'ailleurs, j'imagine que la fabrication de cette voiture-là devait être ultra complexe. C'était pas une Ford Model T. Là. Non. Si le modèle est montré au public en septembre 63, sa production ne démarrera que 12 mois plus tard à l'usine de Sindelfingen. Chaque auto est fabriquée à la main et sur commande. Les États-Unis seront le plus gros marché, 754 exemplaires, suivi de l'Allemagne, 556 exemplaires. Loin derrière, le Canada, où 37 exemplaires seront vendus. La dernière Mercedes 600 sortira des lignes le 9 juin 1981, après près de 17 ans de production. Cet exemplaire sera immédiatement envoyé au musée de la marque. La 600 n'aura pas de remplaçante directe et il faudra attendre 2002 avec l'introduction des Maybach 57 et 62 pour retrouver un tel niveau d'exclusivité chez Mercedes-Benz. Elle est l'un des modèles qui illustre le mieux la philosophie des fondateurs de la marque, Karl Benz et Giertland Daimler, Das Beste oder nicht, le meilleur ou rien, excusez mon allemand. Évidemment, il existe un spécialiste de la Mercedes 600 dont tu veux nous parler. Oui, il s'appelle Karl Middelhoff, il est basé à Wausau dans le Wisconsin et il est l'un des plus grands spécialistes de la restauration de 600 au monde. Oh. À lui tout seul, il en possède 11 et après avoir travaillé sur près de 200 d'entre elles, il les connaît comme sa poche, particulièrement le système hydraulique qu'il qualifie de pur cauchemar. Parmi ces faits d'armes, on peut noter la construction d'une réplique du coupé de 1965, précité, l'installation d'un compresseur dans la 600 personnelle de Jay Leno, ou bien la réalisation de 2 pick-up à la façon Chevrolet El Camino. Les puristes ont hurlé, mais les croquis de ces 2 véhicules ont été signés par Paul Bracq lui-même, après une rencontre à l'été 2004. J'en ai parlé à Paul et 3 semaines plus tard, j'avais les dessins dans ma boîte aux lettres, confiera-t-il au magazine Car and Driver. C'est magnifique. Merci beaucoup, Hugues. Je pense que c'est une voiture que tu as fait découvrir à bien des gens, mais c'est une pièce d'anthologie d'un constructeur qui aujourd'hui nous offre des voitures peut-être un peu moins inspirantes. Exactement. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans
sans dérapage ni accrochage. On va parler de véhicules qu'on a mis à l'essai dans les dernières semaines, dans les derniers jours même, et c'est la raison pour laquelle Vincent Aubé se joint à nous aujourd'hui, parce que, Vincent, tu es allé mettre à l'essai un véhicule qu'on attend depuis, une décennie et demie? Le 4Runner de nouvelle génération. La dernière refonte du 4Runner remontait à 2010. Oui, ça fait un bail, 15 ans. Ça fait un bail, ça fait 15 ans, exactement. Ouais. Puis déjà, quand il est arrivé en 2010, on était comme, OK, c'est pas révolutionnaire. Non, c'était déjà un dinosaure, même Toyota l'a admis. Toyota l'a admis, mais en même temps, j'imagine qu'ils étaient très contents du succès qu'a connu ce véhicule-là, parce que l'année record de vente de cette génération de 4Runner, à l'échelle nord-américaine, évidemment, c'est 2022. Alors que le véhicule a été lancé en 2010. Oui. Alors, comment est-ce que Toyota a expliqué le succès, la longévité de ce modèle-là? Et est-ce qu'on vous a dit qu'on étirerait le nouveau modèle un autre 15 ans? Ça, on ne nous l'a pas dit, mais c'est clair que c'était pas une priorité de changer le 4Runner. Évidemment, là, Toyota travaille plus sur le RAV4, Camry et autres véhicules populaires. Mais c'est ça. Puis c'est un véhicule aussi qui est apprécié. Ouais. C'est un public très loyal. D'ailleurs, selon Toyota, les 180 000 4Runner vendus au Canada depuis 1984 roulent presque tout encore. On n'est pas surpris. C'est un véhicule qui... Il y en a quelques-uns qui roulent à Dubaï, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. C'est pas de la volonté de leur propriétaire. Ouais. Je sais pas si on fait des claims de garantie à partir de là-bas, hein? Je sais pas. L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Bon, évidemment, l'ancien 4Runner, c'était, si je ne m'abuse, le seul véhicule de promenade encore disponible en 2024 avec une transmission à 5 rapports automatiques. Bien dit. C'est exactement le cas. C'est exactement le cas. Et c'est un véhicule qui avait un moteur 4 litres qui avait été abandonné partout ailleurs, sauf dans le 4Runner. Oui. Mais qui avait une réputation en or. On a explosé les prix de ce modèle-là. C'est un véhicule qui a, comme je le disais, gagné en popularité. Et il est devenu de plus en plus cool au fil du temps parce que tout le monde s'est modernisé et s'est embourgeoisé. Ce n'était pas le cas du 4Runner. Mais là, j'ai pas le choix de te dire que j'ai un peu l'impression qu'on a... Je veux pas dire qu'on a ramolli la formule, sauf qu'il y a aussi un Land Cruiser à côté, là. Ben oui, on l'a ramolli parce que sa conduite, dès les premiers kilomètres, là, c'est un multisegment. Je veux dire, c'est encore un châssis échelle. Il y a encore une certaine... Parce que c'est la même structure qu'un Land Cruiser mécanique. Tacoma, Tundra, Sequoia, c'est toute la même TNGAF, là, ouais. C'est en plein ça. Mais la conduite, c'est beaucoup plus doux. On est ailleurs. La transmission 8 rapports, c'est moins paresseux. Même le 4 cylindres turbo de base est beaucoup plus véloce que l'ancien V6 qui était très, très lent à l'accélération. Mais très fiable, par contre. Très fiable, là, on verra. Et plus gourmand en carburant. Là, un petit peu. Oui. Un petit peu. Mais c'est pas sa raison d'être. Même la version hybride... Toyota l'admet, c'est pour la performance, c'est pas pour l'économie d'essence. Alors, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un moteur atmosphérique et un moteur hybride, donc, pas atmosphérique, pardon, parce que c'est un turbo compressé. Oui, iForce, 2.4 litres. C'est ça. Le iForce 2.4 litres, j'aime mieux le dire en français, je trouve ça plus drôle. Oui, il force moins. Il force moins. Il force pas trop. Il force au max. 2.4 litres turbo. Max, c'est ça. 2.4 litres turbo ou technologie hybride 326 chevaux. Essentiellement, c'est les deux motorisations du Tacoma. Oui, c'est un copier-coller. Bon. D'ailleurs, quand on s'assoit dans le véhicule, c'est la planche de bord du Tacoma. Oui, OK. Donc, on est vraiment... C'est beaucoup plus près du Tacoma, là. Mais il y a quand même des différences de style. Ouais. Il est très beau, là. Moi, je le trouve très beau. On le sent plus grand. Il est plus grand, il est plus long, il est plus haut. On le sent que c'est un véhicule plus grand. Mais là, c'est ça. Ça va être de voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que le public va choisir. Est-ce qu'ils vont être tentés par le Land Cruiser plus premium ou le 4Runner va faire l'affaire? Le 4Runner est peut-être un peu plus accessible, justement parce qu'il y a un modèle 4 cylindres turbo non hybride. Le Land Cruiser est un peu plus cher. Accessible? Tu veux l'échelle de prix? Ah, c'est atroce, mais accessible dans les versions de base. Je parle SR5, TRD Sport. Mais donne-moi un exemple d'accessible, mettons, là. Ben, accessible entre guillemets. Le prix de base d'un SR5, c'est 54 200. Une augmentation de
un peu moins de 2000 $. Oui, mais personne ne va acheter cette version-là. Après ça, tu t'en vas à l'étape supérieure. C'est quoi? TRD Sport, on est rendu à 59 002 $. Donc, c'est près de 3 000 $ par rapport à celle de l'an dernier. OK. C'est encore correct. Mais tu as encore le moteur 4 cylindres turbo, tu n'as pas d'hybride, là? Oui. Limited, toujours le moteur 4 cylindres turbo. Il n'y a pas de version hybride. 68 999. Ça commence à faire. Financé à 7,9, là, ça fait mal un peu. Oui. Le TRD hors route premium, tu peux avoir avec les 4 cylindres ou c'est le seul que tu peux avoir avec une ou l'autre. OK. 63 702, anciennement 57 000, donc 6 000 $ d'écart. Mais si tu veux l'hybride, tu es à 7-8 000 de plus. 67 336. Ah, pas si mal, OK. C'est pas si pire, là. Ben, pas si mal, c'est Ben, quand même. enfin. TRD Pro, 80 502. Fait que là, tu es dans le territoire du Land Cruiser. Oui. C'est ça, moi, c'était ça ma question. Un Land Cruiser, ça part à combien, là, maintenant? C'est à 74? Ouais. Land Cruiser, ça part à 74, puis le modèle le plus équipé est 91 000. Ouais. C'est peut-être là où il est le problème, quoi. Mais en même temps, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont aller vers le Land Cruiser comme statut, comme stand-up, mais le Land Cruiser n'a pas la polyvalence d'un 4Runner. 4Runner peut avoir 3 rangées de sièges, par exemple, a un peu plus d'espace cargo. Le 4Runner a encore sa vitre arrière électrique escamotable. Ouais. Ouais. Ce qu'il n'y a pas dans le Land Cruiser. Le Land Cruiser, la vitre s'ouvre, mais elle s'ouvre vers le haut. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose de très cool. Ils ont gardé... Je trouve qu'ils ont fait une belle job côté design, côté finition. C'est pas un élément qu'on a gardé aussi avec le Sequoia? En fait, le raison. Sequoia aussi, cet élément-là. Ouais. Mais le Sequoia, c'est... Ouais. Catégorie nichée au Canada. Ça paraît que tu l'aimes, hein? J'aime ça parce que ta face en dit long. Faudrait demander à ta blonde, des fois, le genre de face que tu fais, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça arrive. Moi, j'ai bien aimé le 4Runner. on va retourner. C'est nous, qu'est-ce que tu penses, Vincent? C'est ça. C'était la face du Sequoia, je pense. C'est ça. Mais est-ce que Toyota a de grandes ambitions avec ce véhicule-là sur le marché canadien? Ou est-ce que ça va être un autre véhicule qu'on va avoir en très petite quantité parce que les Américains vont tout prendre la production? J'ai l'impression que ça va être plus être ça. Mais c'est un véhicule qui est quand même iconique. Donc, Toyota en a besoin. Puis maintenant, ils ont 5 véhicules à connotation hors route dans leur gamme. Donc, de ce côté-là, ils se sont bien équipés. Là. C'est des véhicules extrêmement payants pour Toyota aussi. Oui. Où on les vend, la technologie... c'est pas révolutionnaire, là. Non, mais ils profitent du momentum. Ils amènent une technologie hybride que personne d'autre propose, pendant que GMC ne propose pas de Jimmy. Mais où est Jimmy? Qu'est-ce qu'on disait là? Toyota a le Land Cruiser, le 4Runner, puis j'ai l'impression qu'on va capituler là-dessus. Je suis surpris. Par contre, capitaliser là-dessus, excuse-moi. Oui. Ça, on va le mettre ça dans TikTok, ça. C'est ça. On pourra couper ça. On va capitaliser là-dessus, mais je suis surpris qu'on n'ait pas voulu s'attaquer un peu plus aux Bronco et aux Wrangler en amenant, par exemple, des versions à toit amovible. Ce qu'on a offert avec le 4Runner au début de ce modèle-là. D'ailleurs, il y a même eu un concept cette année au SEMA avec un toit amovible. Ben oui. Puis c'est un châssis indépendant, alors c'est pas parce que ça se peut pas. Ben regarde, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. Oui, parce que Toyota, c'est rare qu'on est très audacieux. Là. Non, ça n'arrivera pas. Donc, tu as répondu à ta question. Oui. Mais c'est étonnant que on cible, on le dit haut et fort, on cible le Wrangler, on cible le Bronco, mais on n'a pas de version décapotable. Alors que c'est un peu l'idée de ces deux véhicules-là. Sauf que ça fait combien d'années qu'il est à toit dur, à toit rigide? C'est ça que j'allais dire. Il se vendait de mieux en mieux malgré ça. Donc, regarde, moi, je serais Toyota, je serais comme... Il y a Nissan qui s'en vient avec un Xterra qui va venir jouer dans les plates-bandes de ça. Là, qu'est-ce qu'on va avoir comme motorisation? Ça va être intéressant. Sortez-moi pas le VC Turbo, s'il vous plaît. Mais, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, ce produit-là. Parce qu'il y a une demande dans ce marché-là qui est... C'est la mode. C'est une mode à contre-courant des véhicules qu'on branche, là.
Ben justement, c'est peut-être pour ça que c'est à la mode. Mais aux États-Unis, c'est extrêmement fort. Évidemment, on ne parle jamais de consommation de carburant. Et comme on ne parle pas de consommation de carburant avec le Ineos Grenadier que j'ai conduit cette semaine, et là, tu vas me dire, que c'est ça? C'est un Ineos Grenadier. Alors, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, grosso modo, on peut résumer que c'est un vieux Defender. Ouais, en fait, c'est un véhicule anglais avec une motorisation allemande fabriquée en France. Ça ressemble un peu à ça. C'est pas ça ressemble, c'est exactement ça. Ouais, alors on s'est évidemment inspiré du Defender d'antan, mais on a voulu créer un véhicule plus polyvalent. Le véhicule a cet avantage d'avoir des voies beaucoup plus larges, d'être plus large, donc être plus stable sur route, c'est son gros avantage. Mais il a encore ce qu'on appelle en bon français un steering box, une direction à vis et galets. C'est flou comme vous n'avez pas idée. Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux connaissent peut-être ma grosse brune, là, qui est une AMC Matador 78. Ben, je peux vous garantir que la direction de ce véhicule-là n'est pas plus précise que celle de ma grosse brune. C'est épouvantable. Par contre, c'est solide comme le rock. Et c'est intéressant parce qu'on a développé ce véhicule-là en ne se posant pas la question 2 minutes si on ciblait quelqu'un. Non, en fait... On n'a pas de compétition, on se fiche éperdument. Tu sais d'où c'est parti au départ? Oui, c'est parti. En fait, c'est une entreprise pétrolière et qui a aussi, qui joue aussi dans les produits chimiques, qui a des équipes sportives. Absolument. Puis, il y a une petite touche qui est cool là-dessus, que j'ai réalisée sur le tard. Sur le volant, il y a un bouton rouge où c'est écrit « Toot » et on a un dessin de vélo. Et essentiellement, c'est un klaxon avec une sonorité moins forte pour indiquer aux cyclistes de se tasser. Non pas, ça ne s'adresse pas aux autres automobiles, mais aux cyclistes. Donc, c'est une sonorité moins forte, mais c'est une touche aussi parce qu'on joue dans les équipes de cyclisme professionnels avec cette entreprise-là. Bref, c'est une compagnie qui est multimilliardaire. Et un soir de brosse dans un bar qui s'appelait Le Grenadier, on a décidé de fabriquer ce véhicule-là. Il y a un petit peu de Canadien aussi dans le Ineos Grenadier, à cause qu'il est assemblé à Graz, dans l'usine de Magnaster. Magnaster, qui est à propriété de Magna, une entreprise ontarienne. On fabriquait des Smart à cette usine-là à une certaine époque. Il y a les BMW aussi, la classe G aussi à Graz. Il y a toutes sortes de... C'est comme un sous-contractant, si on veut, quand on a... le Fisker Ocean aussi a été brièvement assemblé à Magnaster. Donc, c'est intéressant. Cette semaine-là. Mais écoute, évidemment, j'ai mis la main sur ce véhicule-là par un particulier qui a bien voulu nous le prêter pour une émission du Guide de l'auto que vous verrez d'ici quelques semaines. C'est une version Trial Master. Donc, c'est la version la plus poussée en hors-route, celle qu'on distingue esthétiquement par ses jantes d'acier, par son admission d'air montée sur le pilier A, comme si on allait jouer dans la brousse. C'est ce que vous voyez à l'écran présentement. Le véhicule est équipé de plaques de soubassement à la grandeur en dessous, une suspension qui est évidemment réglable, des pneus c'est des K02 BF Goodrich qui sont homologués pour l'hiver. Bon, ça glisse quand même un peu, mais ça fait le travail. C'est lourd, c'est massif, c'est un véhicule qui est bien motorisé aussi. Mais c'est surtout solide comme le rock. Il n'y a rien qui va briser là-dessus. Puis c'est drôle parce que en lisant tous les documents, parce qu'évidemment, j'ai tenté de contacter l'entreprise pour avoir des réponses avec le service presse, tout ça. Aucune réponse, pas de son, pas d'image. Mais en lisant les documents, j'ai réalisé que ce véhicule-là avait une garantie de base de 5 ans, 100 000 km, 12 ans kilométrage illimité contre la perforation. Alors, c'est la meilleure garantie qui n'a jamais existé pour un véhicule provenant du vieux continent. Et ça me prouve un peu qu'on a confiance au produit, là, vraiment. Mais c'est solide, vous n'avez pas idée comment c'est une machine quasi militaire. Et c'est motorisé par un 6-cylindres BMW, le B58, je crois, qui est le 3 litres, le turbo compressé. C'est pas une puissance astronomique,
Mais le parallèle est drôle parce que cette année, le Classe G de Mercedes-Benz, le G550, adopte un 6-cylindres Mercedes qui est plus puissant, mais comme quoi un 6-cylindres, ça peut faire un très, très bon travail. Puis je trouve que même si c'est pas une fusée en accélération, de toute façon, c'est pas ce que tu veux là-dedans. C'est un moteur qui répond bien, il y a un couple initial intéressant, c'est parfaitement adapté. Ça a coûté combien à fiouler, tu nous disais? Ouais, c'est ça. Alors, vous aurez compris que c'est aussi aérodynamique qu'un congélateur, la porte ouverte. Donc, ça fait 18 litres au 100 au super. J'ai fait le plein à 174 $ pour faire à peu près 500 km. C'est extrêmement gourmand. Mais ce qui est cool, c'est que c'est un véhicule qui a aussi été développé pour le overlanding. Énorme. Il y a une quantité incroyable d'accessoires qu'on peut acheter. Un peu comme chez Rivian. Puis j'ai fait rapidement le parallèle entre ça et un Rivian R1S, même si la conception n'est pas du tout la même. Parce pas qu'on cible un peu le même genre d'acheteur, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont acheter le Rivian comme un boulevardier, alors que tu n'achètes pas ça pour épater la galerie. Il y a trop de compromis à faire en matière d'insonorisation, de confort, de bon... mais tu prends place à base, c'est de la machinerie. Là. C'est littéralement ça. Mais il y a un côté super aventurier qui est très, très cool. Ça a été pensé comme un véhicule de travail. Ça a été pensé comme le Land Rover original. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je voulais juste raconter une petite anecdote. Le patron d'Ineos, qui a décidé de la fabrication du Grenadier, possède le tout premier Land Rover de l'histoire. Ah ouais, hein? Quand même. Tu sais, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je faisais le parallèle avec le Rivian et après ça, j'ai fait, lui consomme 18 litres au 100, soit 18 litres au 100 de plus qu'un Rivian R1S qui est 100% électrique. Voilà. Mais le poids se ressemble. Parce que c'est quand même un véhicule qui pèse tout près, même plus de 3000 kilos si tu mets quelques accessoires. Il y avait un treuil sur le véhicule d'essai qui est une option de 4800 $. Ça peut tirer 5500 livres. Bref, c'est vraiment une machine très solide. Par contre, un concessionnaire à Toronto, un concessionnaire à Vancouver, c'est le groupe Delary qui a 2 points de service. Il n'y a pas encore de système de vente pour le Québec. Alors, on va espérer que ça arrive prochainement parce que ça ne s'arrêtera pas là. Là, il y a le Grenadier, la version, j'oublie son nom, là, mais il y a une version camionnette qui est en voie d'être commercialisée très prochainement, si ce n'est pas déjà arrivé. Comme on a du côté de chez Rivian, ironiquement. Mais évidemment, imaginez-vous une camionnette 4 portes avec une caisse qui n'est pas aussi spacieuse que celle d'un Silverado, mais qui peut quand même être assez pratique. Et sinon, il y aura le Fusilier, qui va être un plus petit VUS, mais tout aussi robuste. Là, je ne sais pas, par contre, si on a nommé le véhicule en fonction du bar où on était, parce que s'il y a un bar qui s'appelle le Fusilier, je ne veux pas y aller. C'est un autre bar où ils ont fini à côté. C'est ça. Mais très, très hâte de voir cette entreprise-là évoluer parce que c'est très impressionnant de voir des véhicules sans compromis aussi solides que ça. S'il y a un camion qui va durer 20 ans, c'est bien ça. Là. Et ça m'a impressionné, tout comme la facture d'essence. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine où on va parler de véhicules électriques avec le président de l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Salut tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.